trouve que là, en termes d'horreur, pour ce nouveau volet, on va dire globalement qu'ils ont tapé fort. Ce n'est qu'en acceptant la mort qu'elle passera son chemin. La mort a peut-être pas l'intention de s'en prendre à notre famille. Ce serait un truc de malade. Bien le bonjour les clowns, c'est Jérémie, j'espère que vous allez bien. Et là cette fois-ci, on se retrouve pour une réaction à chaud d'un nouveau film d'horreur qui vient de sortir la semaine dernière justement. Ça vient de sortir cette semaine. Et bien évidemment, il était normal que j'allais en parler puisque ça fait partie du but de la chaîne. Donc ici, on va parler de Destination Finale Bloodline, 6e volet de cette saga, on va dire, cultissime. Je ne sais pas si c'est vraiment culte, mais c'est une saga qui marche énormément de nos jours. Qui est sortie en 2025, c'est réalisé par Zach Lipovsky et Adam Sten, donc là des prénoms de 14-18, on va appeler ça comme ça. J'ai pas besoin de lunettes d'ailleurs, je sais pas pourquoi je les ai mis. Donc voilà, donc 6e volet de Destination Finale. Alors je vous rassure, j'ai quand même vu les autres films, hein, ne vous inquiétez pas. C'est juste que je ne les ai pas encore parlé sur la chaîne, mais j'avais déjà vu tous les 5 autres films, donc ne vous inquiétez pas. Donc tout était là. Je connaissais les moindres détails de tous les films, donc s'il y avait des easter eggs dans le 6, je les avais repérés. Donc au niveau synopsis, en gros on va suivre une jeune fille, Stéphanie, qui a pour but de retrouver, qui fait le même cauchemar où elle voit une jeune femme tomber d'un bâtiment qui s'écroule, tuant des milliers de gens. Et à ce moment-là, il va se rendre compte qu'en quoi cette femme, ça aurait été sa grand-mère qui avait vécu ça, mais elle va juger qu'en quoi elle avait prédit que ça allait arriver. Donc du coup, elle a empêché la catastrophe en disant que c'était la mort qui avait prédit cette destruction, on va dire, de la tour. Et donc, elle partage ça avec sa fille et on apprend qu'en fait, elle a négligé tout le monde, tous les autres membres de sa famille, afin de les protéger, pour éviter qu'ils se font tuer un par un. Et donc du coup, en gros, la jeune fille, Stéphanie, elle va tout faire pour protéger les autres membres de sa famille, pour éviter que tous les autres meurent. Mais quand on est dans l'univers, Destination Finale, vous savez bien qu'au quoi tout ne va pas se passer comme prévu. Donc voilà, donc j'ai pas besoin de vous dire pourquoi j'attendais ce film-là. Il y a eu 2 trailers réactions à son sujet. J'étais vraiment impatient de voir ça, parce que j'aime beaucoup cette saga. Malgré qu'il y a 1 ou 2 films de la saga dont je ne suis pas spécialement fan parce qu'il y a vraiment des chipotages par moment. Mais vous allez voir quand les films sortiront, quand les critiques de chaque film sortiront. Pour l'instant, je n'ai fait que le 1 et le 2. Les autres vont arriver, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, donc relation avec ce film-là, je l'ai tout dit. J'ai tout dit. On va détailler chaque chose parce que j'ai pris énormément mon temps. J'ai pris beaucoup de notes. Il y a beaucoup de choses à dire. Autant du positif que du négatif, c'est moi qui vous le dis. Ah oui, vous l'avez compris. Vous l'avez compris. C'est que ce nouveau film, j'ai aimé. J'ai vraiment aimé. Alors, on y va. Tout d'abord, le film qui s'ouvre dans les années 60, où on nous montre bien évidemment la jeunesse de la grand-mère qui s'appelle Iris. On voit la jeunesse, quoi, elle va tout en haut d'une tour, une skyline club, ou je sais pas quelle connerie, bref, je sais pas. Donc, elle va au resto avec son fiancé. Enfin non, pas fiancé encore, petit ami, c'est seulement après que le mec va la demander en mariage. Et là l'ambiance, même si c'est une intro, je trouve très propre. L'intro est géniale, j'aime beaucoup l'ambiance. En plus moi qui aime bien l'univers ou de l'ambiance de film façon années 60, 70, 80, vous n'êtes pas sans savoir qu'au quoi j'ai aimé voir ce passage-là. J'avais aimé de voir ça, l'ambiance me plaît énormément. Beaucoup de choses qui m'ont plu, la colorimétrie, la plupart des acteurs aussi là-dedans, même si c'est des petits caméos et tout ça, les acteurs jouent plutôt bien. Et je mentionne surtout l'actrice qui joue la version jeune d'Iris. Eh ben elle joue très très bien, franchement. Je sais pas si c'est une actrice connue, mais en termes d'acting, très très bien. Hein. Très très bonne actrice, honnêtement. Donc rien que l'introduction me plaît déjà bien. Mais c'était pas une surprise, si tu as vu le trailer, tu sais direct que c'est là où le film va démarrer. Tu sais que c'est à partir de là où les choses vont... Ouais, s'aggraver, si on va dire ça comme ça, comme ça, s'aggraver. Le mec qui cherche ses mots. Allez, ta gueule et continue, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Et c'est là où, à partir de là, un peu plus tard de la scène, environ 1 ou 2 minutes, eh ben c'est là que le massacre arrive. La destruction de la tour.
Et alors là c'est la cerise sur le gâteau, comme je suis à dire. Même si c'est que le début, je vais dire ça comme ça. Pour la fin de cette scène, c'est la cerise sur le gâteau. Alors on a des gens qui tombent, genre il y a un sol en verre qui se brise, donc t'as des gens qui tombent. Et là tu vois les gens qui se font écraser au sol. Donc là tu vois enfin on le montre pas mais c'est pour dire. Donc quand leur corps ont touché le sol, t'entends l'impact et tu te dis ça va être choquant à voir. Boyaux, reins éparpillés partout sur le sol. Je m'étais dit waouh, là ça va loin quand même. Ça, là t'entends les percussions, tu vois du sang qui gicle au-dessus. Alors là c'est génial. On a un incendie qui est provoqué et donc du coup t'as une explosion. Du coup t'as des gens qui se font brûler. T'as des gens qui se font brûler par l'explosion. Incroyable. Un ascenseur qui se brise. Et à un moment donné, t'as un mec qui va essayer de s'incruster, mais la porte va se refermer sur lui. Donc du coup, le mec est quasi coupé en deux avec la porte. Et quand l'ascenseur va tomber, le mec va se faire couper en deux. Donc qui rappelle l'ascenseur de Destination Finale 2, quand t'as la mère qui va se faire couper la tête. Ça rappelle la même chose, sauf que le mec, il va se faire couper en deux. Là, waouh. Puis on a la tour qui tombe, la moitié de la tour qui tombe, qui s'écroule au sol. Mais sur le côté, hein, pas droit, non, sur le côté. Un piano qui va écraser une femme en question. Donc là, plam, et le piano va tomber. Et la chute m'a fait rire de la scène, c'est qu'à un moment, t'as un gamin qui arrive à sortir indemne, il court, mais le piano s'écrase sur le gosse. Je m'étais dit, là, on va fort, parce que là, on vient de voir un gamin, on vient de voir un enfant se faire tuer. Pas un adolescent, hein, mais un gamin. Un gamin qui va avoir quoi, 9-10 ans, qui se fait écraser par un piano. Donc là, j'ai envie de dire, on tente des choses dans ce film-là. On tente des choses, c'est très intéressant. Et puis pour finir, c'est que on a la jeune grand-mère qui va tomber. Et on entend, mais on ne le voit pas complètement, mais on entend. Mais t'as un gros plan quand même pour montrer quoi, elle va se faire embrocher par des pics après une chute. Voilà, donc, cette scène-là, dans toute introduction d'un film Destination Finale, c'est pour moi un gros point positif. Et ça, c'est point positif. La scène de destruction de la tour, c'était dantesque. J'étais comme ça sur mon siège, je regardais chaque détail qui passait à l'écran. Et là, je m'étais dit, c'est génial. Là, l'idée de malade. On sent qu'au là, au niveau CGI et tout ça, enfin, l'effet spéciaux pour montrer pour montrer l'extérieur de la ville. On va dire que ça va. C'est pas si horrible que ça. Bon, tu sais direct que c'est fond vert ou fond bleu. Mais en soi, c'est pas horrible. C'est pas bâclé. C'est assez détaillé. Moi, j'y cru. Moi, j'avais cru qu'ils avaient pris une bâche pour la mettre au-dessus, pour faire en sorte à ce que on voit l'extérieur de la ville, mais en fait, c'est imprimé sur la bâche. Et au final, non. C'est vraiment en fond bleu, donc ok. Donc ça, j'aime beaucoup. En avance, après ça, on a Stéphanie qui se réveille. Et on apprend qu'en fait, elle a rêvé. Elle ne rêve que de ça. Elle ne rêve que cette scène-là en question, la destruction de la tour. Et elle apprend qu'en fait, la jeune femme qu'elle voit tout le temps, elle ressemblait à sa grand-mère. Et donc du coup, elle va poser la question à plusieurs membres de sa famille. Et tout le monde va dire ils ne doivent pas s'approcher d'elle. Simplement parce qu'elle est tarée ou quelque chose comme ça. Mais nous, connaisseurs de la saga, on sait en fait pourquoi ils ne veulent plus la parler. Parce que c'est une personne, et on l'apprendra plus tard, que c'est quelqu'un, comme tous les autres personnages des autres films, c'est quelqu'un qui a pu voir l'avenir, qui a pu voir ce qui allait se passer. Mais c'est assez triste quand même, parce que Stéphanie, on voit qu'au là, elle se dit, c'est pas normal que je vois ça. C'est pas normal que je fasse le même cauchemar où je vois cette tour qui s'effondre, qui a lieu elle l'a dit, il y a 50 ans en arrière. Mais c'est dantesque quoi. Et là, j'ai trouvé ça sympa, le fait il y a un espèce de lien avec la grand-mère. Parce que le fait qu'elle rêve tout le temps de cette scène-là, ça veut forcément dire qu'il y a un lien avec elle. Comme si elle avait prédit quelque chose qui risquerait d'arriver à la fois à elle et aux membres de sa famille. Enfin, c'est comme ça que moi, je l'ai ressenti. Mais bon, sympa le fait là, on part sur quelque chose où Stéphanie rêve de la scène, mais on apprendra plus tard en fait qu'elle n'a pas de vision comme sa grand-mère. Elle peut pas voir ce qui va se passer plus tard, non.
En gros, c'est c'est comme si on te donnait un puzzle, t'as toutes les pièces, et on te demande de le refaire toi-même. Eh ben c'est le cas pour elle en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle va se trouver dans une pièce ou dans un endroit ou une rue, je ne sais pas quoi, avec un membre de sa famille en question pour le protéger, eh ben on regarde aux alentours et elle se dit, mais ça par exemple, il pourrait avoir ceci, puis après qu'il pourrait être redirigé par ça, puis après il y a ça, et qui pourrait arriver directement sur lui. Voilà, elle est assez intelligente je trouve. Mais ça j'en parlerai après du personnage. Mais ça j'ai trouvé ça très, très sympa le fait que Koala, c'était pas une personne qui prédit l'avenir, c'est quelqu'un qui suppose, qui donne des suggestions de ce qui pourrait se passer. Et ça j'ai trouvé ça très intéressant. Ça changeait des personnes qui avaient tout le temps la même vision. Alors on revoit la grand-mère dans le présent, où elle est vieille. Et on apprend qu'elle est mourante, elle a un cancer et elle décide de se sacrifier après que Stéphanie est venue la voir. Elle sort de la maison parce qu'elle a pu mis les pieds dehors depuis longtemps, elle est partie s'isoler dans les bois. Et à un moment donné, elle va donner le bouquin à sa petite fille pour lui dire « Regarde ça et crois-moi, je ne dis pas des mensonges ou quoi que ce soit. » Et en fait, elle a prédit elle allait mourir, elle allait se faire tuer. Et on l'apprend parce que il y a un courant d'air sur un pot de fleurs, l'extincteur tombe. T'as une pique en métal avec le coq et tout qui est marqué nord, sud, est, ouest. Et ben ça tombe et ça finit par l'embrocher à la nuque en sortant par la bouche. Je m'étais dit, ah oui, à peine on la voit, elle se fait déjà tuer. Je m'étais dit, c'était un risque, mais ils ont tenté. Tu sais, c'est pas comme dans tous les autres films où on voit la personne qui voit l'avenir dès le début et on l'accompagne tout le long du film jusqu'à ce qu'à la toute fin, il meurt vraiment. Là non, on change complètement, donc très bonne idée d'avoir fait ça. Moi j'ai beaucoup aimé cette idée-là. Beaucoup de gens ont gueulé sur ça, je vois pas ce qu'il y a de si dérangeant là-dessus. Moi non, je trouve ça convaincant. Et pour parler du livre justement, le livre que Iris donne à Stéphanie, en gros c'est un livre qui regroupe ce qui s'est passé avec la mort. Toutes les personnes qui ont eu ce genre de choses. Et ça, quand t'es fan de la saga, tu te fais plaisir. Il y avait des easter eggs que j'ai repérés. Il y avait déjà une mort avec un avion, qui fait référence au premier film. Mort avec un camion. Tu as une benne à ordures, mais je suppose que ça arrive un peu plus tard dans ce film-là. Il y en avait un autre qui était une référence au 3. Je sais plus si c'était avec le grand 8 ou alors avec une tour qui s'effondre ou un métro, je sais plus. Il y avait un truc ainsi. Il y avait un easter egg sur le 3 mais que j'ai pas fait attention. Mais par contre, tu as un camion avec un tronc d'arbre sur une autoroute qui rappelle le 2. Et là, quand tu es connaisseur de la saga, là, tu te fais plaisir. Parce que là, tu as plein de références sur l'univers. Enfin, sur les anciens films. Et ça, c'est une excellente chose. Malgré que pour le côté fanservice, il y aura un petit point négatif que je vais relever après. Mais ça, c'est quand je vais parler de William. Alors, la scène dans le jardin. Quand t'as la famille qui se font un petit barbecue. T'en as un qui se sert à boire et tout ça. T'as ceux qui sautent dans un trampoline. Eux qui jouent au jeu du Mikado, je ne sais pas quoi. Et à la fin, t'as le père qui va se faire déchiqueter par une tondeuse. Alors, la scène est cool. Mais le problème, c'est que c'est gâché par le trailer. Parce que le trailer nous l'a déjà montré en fait. On sait que c'est le père qui va mourir dans cette scène là. Donc c'est... J'aurais bien aimé qu'au quoi ça nous... C'est comment dire... On nous montre pas dans le trailer. Tu sais qu'on nous garde la surprise pour le film. C'est ça le problème que je reproche à la plupart des trailers. Pas que pour films d'horreur mais pour tout autre film. La plupart des trailers en montrent beaucoup trop en fait. Ils en montrent trop et donc du coup quand tu arrives à cette scène là tu sais ce qui va se passer mais t'as pas la surprise, t'as pas cet effet de surprise en fait. Et c'est cet effet là que j'ai retrouvé quand j'ai vu cette scène là. Je sais pas si pour certains c'était le cas. La scène du jardin m'a quand même plu, hein. Le meurtre du père m'a quand même plu, hein. Mais en soi ça a gâché un peu ma surprise. J'aurais aimé voir que genre dans le trailer on nous troll, on dit par exemple que c'est un des jeunes qui va mourir. Et que dès qu'on voit le film, finalement c'est pas le jeune, c'est un autre. Tu sais, ils auraient pu faire ça, genre pour troller. Alors David, il y a certains qui l'ont déjà fait, mais ils nous ont bien foutu de notre gueule, hein. Hein, je mentionne Aquaman 2. Ils sont bien foutus de notre gueule, là. Alors, je vais parler maintenant du personnage de Stéphanie. Alors, c'est un personnage que j'ai trouvé vraiment excellente. Franchement, excellente. J'ai trouvé assez forte et qu'elle souhaite vraiment protéger chaque membre de sa famille, ça c'est génial.
Et puis c'était pas un personnage qui, comme j'ai dit tout à l'heure, qui a des visions, genre qu'elle peut voir l'avenir comme la plupart des personnages qu'on a vus dans les films précédents. Non, elle c'est quelqu'un qui veut à tout prix protéger tout le monde et qui souhaite éloigner de tout type de danger qui pourrait y avoir autour d'eux. Et on le ressent. On le ressent. Parce qu'il y a un moment où elle va... Comment dire? Elle va coller, elle va poursuivre son cousin Eric. Et elle va dire, bah, tu sais quoi, je sais pas ce qu'il pourrait avoir, par exemple un tronc d'arbre qui tombe sur lui, ou alors le jardinier qui souffle, qui perturbe les gosses et que du coup il tape dans le ballon et qu'il leur soit en pleine tête. Tu sais, des trucs ainsi. Des trucs comme ça. Et moi, pour moi, j'aime beaucoup ce personnage. J'aime beaucoup ce personnage. Ça a changé des autres qu'on a eu. Après, je ne dis pas qu'au quoi les personnages sont une réussite totale. Non, il y a quand même des stéréotypes, il y a quand même des clichés qui ont tendance à m'énerver. Il y avait aussi un peu d'humour, mais l'humour ne m'a pas dérangé. Ça m'a fait un peu rire. Donc ce quoi, on n'est pas vraiment dans une atmosphère vraiment sérieuse. Non, il y a toujours une petite touche humoristique que je ne suis pas contre. Je veux pas qu'un film soit sérieux à 100%. Si tu mets par exemple 5 ou 10% d'humour, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Par contre, quand tu mets de l'humour 50% comme Marvel, ça par contre, oui, je vais m'énerver. Mais non, tant qu'il n'y en a pas trop, ça va. J'ai aucun souci là-dessus. Et pour en revenir à Stéphanie, j'aime beaucoup. Je répète, c'est un personnage que j'apprécie énormément. Je pense que je vais le mettre au même niveau que comme le personnage du premier film, en fait. Je vais le mettre au même niveau que lui. En fait, j'aime bien lui. Stéphanie, le mec en question du 1 et Claire. Voilà. C'est trois personnages que maintenant j'aime dans la saga Destination Finale. Alors aussi, un point négatif que je peux relever sur la grand-mère, le fait qu'elle s'est terrée dans les bois. Ouais, elle s'est construit une maison avec des forteresses et tout ça. Enfin, c'est devenu une forteresse. Elle s'est construit une maison dans les bois avec des lampes et tout ça, un système de sécurité et tout ça. Par moment, j'avais l'impression que c'est une repompe de Laurie Strode dans Halloween 2018. Tu sais, c'est la même chose. C'est la même chose, ça m'avait un peu dérangé. Je t'ai dit, c'est pas un renouvellement, on voit la même chose et... Bon, en soi, la cabane, enfin la baraque dans les bois, ça va encore. Mais c'est juste que je sais pas, ça me rappelait la Laurie Strode de Halloween de 2018 et ça m'a fait chier. Je m'attendais à genre qu'elle soit vraiment terrée dans une cabane, mais pas avec un système de sécurité ou quoi que ce soit, parce que là, c'est ce qu'ils ont fait. Moi, j'aurais aimé, par exemple, elle soit terrée dans les bois, mais qu'il n'y a pas de système de sécurité, tu sais. Et elle a une petite cabane en bois, juste du feu, une chaise, et c'est tout. Je m'attendais à ça, mais pas plus. Parce que là, les systèmes de défense et tout ça, pour moi, ça faisait trop. C'était too much à mon goût. Alors, la musique. Alors là, la musique, certains vont m'en vouloir, mais je l'ai trouvée assez discrète, la musique. Parce qu'on l'entend très peu, et les musiques que tu entends le plus, c'est des musiques de groupe. Voilà. Tu as des musiques de groupe qui reviennent à une bonne partie du film, jusqu'à la fin, et pour moi, ça gâche un petit peu. Vous savez qu'au quoi, je ne suis pas du tout fan de mettre des films d'horreur ou des films de super-héros, et que tu n'as pas de compositeur dessus. Ça veut dire que tu te fais même pas chier. Tu sais, c'est comme si tu faisais une vidéo YouTube, et au lieu de mettre des musiques calmes ou quoi que ce soit, non, tu mets de la musique, des musiques de groupe. Ton groupe à toi. Donc j'étais assez déçu pour ça. La musique, il n'y a rien. Enfin, il y a quand même une bande son. Mais le problème, comme j'ai dit, c'est qu'elle est discrète. Tu l'entends quasi pas. Donc j'étais un petit peu énervé sur ce coup-là. Parce qu'il n'y avait rien. On n'entendait quasi rien. Alors voilà. Est-ce que c'était compliqué de faire appeler à un compositeur? Bon, il y a quand même une bande son qui arrive au générique. Une musique assez dramatique. Et là, ça va. Là, ça va. Ça a remonté un petit peu. Et il n'y avait pas non plus une bande son, genre pour le titre qui apparaît. Déjà, le titre n'apparaît pas une seule fois dans le film. Il n'y a pas non plus un espèce d'intro avec les noms des acteurs et tout ça. Non, t'as pas ça. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas mis ça, mais... T'as juste le générique de fin. Mais t'as pas une introduction. Avec le titre, le nom des acteurs et tout ça, avec une musique. Tu sais, le main theme, il aurait pu se lancer là. Et non. J'ai vraiment déçu pour ce genre de choses. Alors aussi, autre point négatif aussi, ce qu'on va relever, c'est déjà Charlie. J'ai vu qu'au quoi, c'est un petit con. Un petit con qui prend rien au sérieux, c'est un petit branleur. Le mec, il pense à une chose, c'est pécho une meuf.
parce qu'il l'a invité au bal. Il pense à ça. Et ça a tendance à me faire chier, ce genre de choses. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, chez Warner, ou Blumhouse, ou je sais plus qui, mais je m'en fous. J'ai l'impression qu'en fait, quand on veut mettre un jeune au cinéma, comment comment dire, on le caractérise, on le rend con. Putain, on m'a fait... Dans The Flash, ça a été la même chose. Au bout d'un moment, faut arrêter. Les jeunes ne sont pas cons. Il y en a certains qui le sont, mais pas tous. Genre moi, je suis jeune, j'ai 23 ans, et je me considère pas comme con. Hein. Ah non, hein. Donc c'est ça qui m'énerve un petit peu. C'est qu'à chaque fois qu'on veut mettre en valeur un jeune au cinéma, il faut le rendre con. Absolument. Ça m'énerve ce genre de cliché, ce genre de stéréotype. Au bout d'un moment, ça me brise les couilles. Voilà. Ça me brise les couilles. Et puis les trois autres, là, les cousins qui sont des emmerdeurs. Voilà, des emmerdeurs. T'en as un qui est, on va dire, un petit peu coincé. T'as l'autre, c'est une pétasse, je sais pas quoi. Et l'autre, le gothique, là, enfin, l'espèce de punk à chien, là. Lui, c'est le rigolo. Il se prend pour le rigolo. Mais justement, parlant du punk à chien, là, qui s'appelle Eric. Alors déjà, il y a une autre scène avec lui au salon de tatouage. Donc ça, encore une fois, c'est une scène qui gâche un peu la surprise parce que c'est une scène qu'on a vue dans le tout premier trailer. Où on voit qu'au quoi il va se faire comment dire. Il y a une chaîne qui va accrocher son piercing pour après se câbler à comment dire. L'espèce de ventilateur qui tourne là. Il va s'accrocher là-dessus. Et puis à un moment donné, t'as un incendie qui va commencer à apparaître. Donc dans la même scène qu'on a vue. Et j'aurais cru qu'à ce moment-là, il allait mourir. Au final, non. Scène d'après, on le revoit. Et je m'étais dit, quoi? Après, ils ont donné une explication. Donc je m'étais dit, ok, d'accord. D'accord, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais en bref, j'avais cru qu'à la scène du salon de tatouage, je pensais qu'il allait mourir. J'étais déçu de le revoir vivant. Mais après, plus tard, là, il va se faire tuer. Et là, pour moi, c'est la scène de meurtre que j'ai préférée de tout le film. En haut, il va se faire tuer par une espèce de machine à rayon X, ou je ne sais pas ce que c'est comme machine. Où là, ça va devenir un aimant. Et alors là, c'était brutal, hein. Dans le sens où il arrache tout type de métal. Et c'est-à-dire que lui, il se fait arracher aux oreilles, au piercing, même à ses tétons. Putain, j'ai été choqué, hein. Quand les espèces de piercing là, que t'as sur les tétons, il y en a certains, ils font ça. Quand on les a arrachés, je les tenais, je me faisais aïe 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 aïe. Je faisais ça. Bon, je faisais pas aïe aïe aïe, mais je faisais... voilà. Et à un moment donné, il va se faire aspirer lui aussi. Il y avait une chaise roulante en même temps derrière lui. Et alors là, t'as des pics qui vont sortir et qui vont l'embrocher. Et le mec va se faire couper. Enfin, pas couper, mais il va se faire plier en deux. Pour moi, c'est le meilleur meurtre du film. Suivi par son frère là, qui était allergique au beurre de cacahuète. Bah pareil, le mec il va se prendre un ressort. Et hop, il va être empalé derrière le cadavre de son frère. Là, je te le dis, ils ont pris des libertés dans ce nouveau film. Ils ont vraiment pris des libertés, j'étais vraiment content du résultat. Le meurtre du coup de l'autre cousine, là, Julia. Où c'est dans un camion poubelle. Et c'est d'ailleurs ce qui avait été prédit dans le bouquin. Et là, j'aime beaucoup. À un moment donné, t'as Stéphanie qui essaie de la sauver. Mais pas de bol, elle va se faire écraser. Et par moments, quand la tête commençait à craquer, je sais pas, j'avais l'impression qu'elle n'était pas... Mais ouais, que c'était une fausse tête, en fait. Pour ceux qui vont voir le film, regardez cette scène-là, ou ceux qui l'ont vu, rappelez-vous de cette scène-là. J'avais l'impression que la tête n'était pas réelle, en fait. J'avais l'impression que c'était une fausse tête, donc du coup, j'avais du mal à croire à la victime en question. J'avais du mal à croire que c'était vraiment la personne qui mourait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, hein, mais j'ai trouvé le rendu assez bizarre par moment. Et toujours dans cette scène-là, le conducteur du camion poubelle, le mec se fait pas chier. Le mec conduit, il a un casque sur les oreilles, il écoute de la musique. À un moment, il bouge la tête et tout. Et il conduit à une main. Et il y a son téléphone à côté et il est en train de swiper des meufs sur Badoo, sur Tinder, je sais pas quoi. Est-ce que le mec sait déjà qu'au quoi utiliser son téléphone pendant qu'on conduit, ça va aller très loin? Genre tu risques si tu te fais choper par les keufs, tu risques de perdre ton permis. Hein. Après je dis ça, je dis rien. Et là je reviens sur un point positif dont j'étais très content et on l'avait vu dans les bandes annonces, c'est le retour de William. Donc qui fait plaisir.
William qui fait plaisir. En plus, c'est toujours Tony Todd. Et ça fait extrêmement plaisir. Honnêtement, ça fait extrêmement plaisir. En plus, si je me rappelle bien, cette scène-là avec Tony Todd, ça a été tourné juste avant qu'il meure. Et dans cette scène-là, il y a quelque chose que j'avais aimé. C'est qu'il y a un parallèle entre ce qui se passe dans le film, en guise du personnage, mais aussi en guise de Tony Todd. Je m'explique. Le personnage de William dit qu'au quoi, il y a un cancer, qu'il a à 2 doigts de crever. Et comme par hasard, tu as Tony Todd qui était justement avec une maladie franchement incurable. Et on le voyait qu'au quoi, il était tout maigre et tout. Oh, ça me faisait mal de le voir comme ça. Et à un moment donné, juste avant qu'il parte, juste avant qu'il passe la porte, il va dire un dernier message en disant qu'il faut profiter de chaque instant que la vie nous réserve. Parce qu'on peut mourir à n'importe quel moment. Et t'as l'impression que c'est même pas seulement au personnage, t'as l'impression qu'il nous parle nous en tant que spectateurs. Et ça, j'ai trouvé ça très beau. J'ai trouvé que c'était un très beau message, le fait qu'au quoi il nous dit de profiter de la vie avant que la mort vous s'empare de vous. J'étais étonné, j'étais franchement très content. Le fait que là, il nous dit bonne chance et qu'après on le voit partir, ça fait mal quoi. Parce que non seulement c'est sa dernière apparition au cinéma, c'est sa toute dernière scène, c'était juste avant qu'il meure. Et c'était choquant. Franchement, j'étais vraiment très étonné. Et ça fait un peu triste de le voir qu'au quoi on ne le verra plus du tout au cinéma. Donc là, je dis repose en paix, Tony Todd. Franchement, il a fait une belle carrière au cinéma. Même dans le cinéma d'horreur. Avec Destination Finale, Candyman et j'en passe. Il aura fait une bonne carrière. Donc, il a bien mérité son repos. Et d'ailleurs, j'en reste sur lui parce qu'il y a une révélation que je m'y attendais pas. Dans la scène du restaurant en question, il y avait un petit enfant noir qui attendait sa mère qui chantait dans un cabaret ou quoi que ce soit. Et on apprendra que cet enfant, c'était William. Et là, j'étais choqué. Je m'étais dit, l'idée de zinzin, c'était une bonne idée d'avoir incorporé ça. Et on comprend mieux pourquoi il s'y connaissait sur la mort. Au moins, je voyais des gens sur YouTube qui te faisaient des théories et tout concernant lui. Et ce qu'ils ont fait, ce que les 2 réalisateurs ont fait, c'était très bien. Pas besoin de nous inventer des conneries comme vous pouvez le voir sur YouTube. Là, les 2 réalisateurs, ils se sont dit, on va faire en sorte à ce qu'il avait déjà vécu ça, et c'est très bien comme ça. Je dis, bravo, je suis entièrement d'accord. Donc je dis bravo, excellente idée de ce que vous avez fait pour William. Alors, j'arrive vers la fin. Le plan d'Eric aussi, le fait on apprend qu'en fait, les personnages ont appris qu'au quoi, il y en a une, et c'est ce que William a dit, qu'au quoi, il y en a une qui a survécu, à savoir Kimberly. Kimberly, pour ceux qui s'en rappellent, c'est la Final Girl qu'on avait dans Destination Finale 2. Et ça aussi, c'était un point négatif parce que si des personnages avaient survécu, pourquoi est-ce qu'on ne les a pas réintroduits dans les autres films? Genre par exemple Kimberly, j'aurais bien aimé qu'au quoi elle fasse une apparition. Pas qu'elle a un grand rôle, mais juste un petit caméo. Juste un petit caméo pour donner 2-3 conseils aux nouveaux. J'aurais voulu voir ça en fait. Parce que si c'est le même univers, si c'est la même saga, autant mettre un vieux personnage pour rappeler un peu la nostalgie, mais qui n'a pas une grande importance, qui n'a pas une grande place. Mais pour te dire qu'au moins elle est là. Le personnage est là. Je sais pas si vous me comprenez ce que j'essaie de dire. Donc ici, le plan d'Eric était de faire mourir son frère qui est allergique au beurre de cacahuète, c'est-à-dire qu'il veut le tuer pour après le réanimer afin de tromper la mort. Comme Kimberly a fait à la fin de Destination Finale 2. Donc ils ont voulu refaire la même chose, ce qui n'était pas une mauvaise chose. C'était pas une mauvaise idée de faire ça. Et là, je trouve que le mec, ce qu'il fait, c'est complètement con. En gros, le mec qui veut forcer son frère à avaler, à manger du beurre de cacahuète. Le mec le force. Et à un moment donné, j'ai cru que quand le mec allait manger, il allait dire « Oh mon Dieu, oh c'est délicieux !» Je m'attendais à ça. Mais il le dit, mais son allergie fait quand même effet. Donc j'avais eu peur. Je m'étais dit, ça va, ils sont pas allés jusque dans l'humoristique, ils sont pas partis dans la débilité. Non, ça va. J'étais content. Mais en bref, le plan, j'ai quand même trouvé assez con. Et pour terminer, c'est le final que j'ai trouvé dantesque. En gros,
ils vont se réfugier dans la maison dans les bois. Et comme par hasard, la mort avait déjà tout prévu. La baraque explose. T'as la mère qui se fait tuer, c'est-à-dire qu'à un moment, elle se fait brûler de la moitié de son visage et tout ça. Et après, t'as un panneau qui tombe, ou une branche, je sais plus quoi, et hop, qui va l'écraser. Et on a une fin identique aux deux, à savoir t'as Stéphanie qui est bloquée dans un camping-car et qui finit par perdre connaissance. Et t'as son frère Charlie qui essaie de la réanimer, et c'est le cas. Donc je m'étais dit, voilà, ils vont faire une happy ending et tout ça, et tout. Mais en fait, non. Parce qu'en fait, la chute, c'était que la mort ne visait pas Stéphanie. Elle ne visait pas Stéphanie. Et en fait, elle avait juste perdu connaissance. Elle n'était pas réellement morte. Comme Kimberly, elle était vraiment... Elle était à 2 doigts de la mort. Mais Kimberly... mais Stéphanie n'était pas morte. Elle était inconsciente seulement. Et donc la mort s'est dit que ça va pas se passer comme ça. Et alors là, t'as un train qui déraille, qui détruit des maisons dans un quartier. J'ai trouvé ça mais incroyable. Et la toute dernière scène, c'est que t'as Stéphanie et Charlie qui courent, t'as des troncs qui tombent et ils vont se faire tuer, c'est-à-dire qu'ils vont se faire écraser, comme on avait pu avoir dans Destination Finale 2. Et là, en termes de conclusion pour un film Destination Finale, je n'ai pas les mots pour dire ça. Donc voilà, conclusion. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que Destination Finale Bloodline, j'ai kiffé. J'ai vraiment kiffé ce film. Certes, c'est pas le... Je sais pas si je vais le considérer le meilleur film de la saga parce que j'ai un léger penchant pour le premier. Le premier, il est classique, c'est canonique. Mais je sais pas si je le mettrai au même niveau que le 1 en fait. Parce que le 6 propose des choses, il réinvente quelque chose, il prend à peu près le même concept, mais il modifie 2-3 trucs. Et en soi, tu passes pas un mauvais moment, franchement. Moi, je regrette pas d'avoir payé ma place de ciné pour aller le voir, franchement. C'était un nouveau film d'une saga que j'aimais énormément. J'allais pas rater ça. Je n'allais pas rater ça. En plus, je me suis tapé 2 bandes annonces, les 2 mêmes bandes annonces de 28 ans plus tard. C'est pour vous dire celui-là sera mon prochain. C'est le prochain film d'horreur que j'irai voir. Et donc, Destination Finale Bloodline, c'est un excellent, on va dire... on est reparti un peu sur de nouvelles bases, on va dire ça entre guillemets. On est reparti sur une nouvelle base. On fait quelque chose dont on réinvente un nouveau concept. Mais par contre, le truc que je peux aussi reprocher que je n'avais pas dit, c'est que j'aurais aimé pourquoi on change un petit peu. Genre pas spécialement que ce soit la mort, mais que ce soit plus autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on a tout le temps eu l'excuse de la mort dans les 5 films. Mais j'aurais aimé que dans le 6, on part sur quelque chose d'autre en fait. On parle pas de la mort, mais plus sur quelque chose de plus dangereux. Quelque chose qui est similaire à la mort, mais que ce soit pas réellement la mort. Je sais, c'est farfelu ce que je dis, mais bon, c'est pour comprendre pourquoi il faudrait peut-être un peu modifier quelque chose. Mais j'espère qu'il n'y aura pas d'autres des destinations finales, parce que moi, je pense qu'on a fait le tour. On a clairement fait le tour, et puis comme c'était la dernière apparition du personnage de William, de Tony Todd, je trouve clairement que, pour moi, c'était une belle conclusion. Parce que de toute façon, dans chaque film, la morale c'est quoi que tu fasses, la mort te rattrapera toujours. Tu peux pas échapper à la mort. Et c'est clairement ça dans tous les films. La mort, elle est là, quoi qu'il arrive. Tu ne pourras pas lui échapper. Et pour moi, j'espère que c'est le dernier de Destination Finale. Parce que s'ils en font un 7ème, ça risque de poser problème. Parce que si on continue à faire la même chose, c'est-à-dire que on marche sur le même concept, bah, ça veut dire qu'on tourne en rond. Pour moi, on a tout raconté. Pour moi, il faut dire quoi la saga, elle est finie. Elle est finie. Pas besoin de raconter autre chose. Mais bon, je reste là. Donc, Destination Finale Bloodline, j'ai surkiffé. J'ai surkiffé. Ceux qui l'ont vu, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé globalement. Et je suppose que tout le monde aurait aimé parce que je n'ai vu pour l'instant aucune critique négative sur ce film-là. Voilà, c'est ce que je peux dire, voilà. J'espère que vous avez aussi kiffé. Donc, cette réaction à chaud elle est terminée. J'espère à tous que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un gros like qui me ferait extrêmement plaisir et qui me motiverait bien évidemment à continuer. Aussi, abonnez-vous parce que ça s'attaque qui regardent mes vidéos qui ne sont pas encore abonnés. Alors faites attention car je vous ai à l'œil. Et on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le grand big smile, tout ce qui fait plaisir. Et profitez de la vie aussi, elle est extrêmement importante. Il ne faut surtout pas la gâcher, c'est moi qui vous le dis. C'est ce que je répète tout le temps. Que la vie est très importante, ne la gâchez surtout pas.
parce qu'on n'a qu'une vie, vaut mieux en profiter un max. Ne perdez pas votre temps pour des saloperies. Allez, à plus tout le monde, salut à tous.